Vous êtes dans l'Africa Newsroom, merci de nous rejoindre. Au sommaire de cette émission où se trouve Nnamdi Kanu, les leaders séparatistes biafrais selon ses proches. L'armée nigériane serait à l'origine de sa disparition. L'armée, elle, dément formellement. Nnamdi Kanu, le leader IBOP, a disparu depuis le 11 septembre après une intervention militaire à son domicile. Au Togo, l'opposition a poursuivi ce mercredi ses manifestations, des rassemblements pour réclamer le retour à la Constitution de 1992 et ce sont au total des milliers de personnes qui ont investi les rues de Lomé, la capitale. Dans la deuxième partie de cette émission, le ralentissement de l'économie kenyane, une économie prise entre aléas climatiques et incertitudes politiques. Les autorités revoient à la baisse les prévisions de croissance. Et dans notre Zoom, culture et société, tolérance zéro à l'égard des abus sur les enfants. C'est en substance le message du Code de l'enfant au Bénin. Mais 2 ans après sa promulgation, ce texte rencontre des difficultés quant à sa mise en application. Et pour débattre de cette actualité sur ce plateau, Mohamed Ly, président du think tank Innovation politique et démocratique, bienvenue. Merci. Sur ce plateau également, notre éditorialiste Alfred Chongo, bienvenue. Merci Zahraou et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Commençons par l'actualité politique. Nnamdi Kanu est la nouvelle figure du séparatisme biafrais. Mais depuis la mi-septembre, il a disparu. Mais où est-il? C'est la grande question. Entre coups de bluff et enlèvement par l'armée, sa disparition laisse libre cours aux spéculations et montre dans le même temps le degré de tension dans le sud du Nigeria. Fanny Mounichi. Devenu le visage de la cause indépendantiste au Biafra, Nnamdi Kanu, leader sécessionniste à la tête du parti IPOB, est porté disparu depuis le 11 septembre dernier, date à laquelle une descente militaire a eu lieu à son domicile. Cette opération des forces armées, dénommée Danse du Python, intervient à la suite d'une recrudescence des violences dans le sud-est du pays. Certaines personnes sont inculpées pour avoir mis le feu au commissariat, d'autres sont inculpées pour meurtre, d'autres encore sont accusées d'avoir blessé des personnes. Des violences auxquelles les militants biafrais pour l'indépendance refusent d'être assimilés. Ils réclament désormais la vérité sur le sort de Nnamdi Kanu. Le leader indépendantiste avait été arrêté en octobre 2015 pour trahison et atteinte à la sécurité de l'État. Il avait été libéré sous caution fin avril 2017 en attendant le début de son procès qui doit se tenir en novembre prochain. Nous voulons savoir où est Nnamdi Kanu. Nous demandons à l'armée de nous le ramener. S'il est vivant, il devrait le conduire à la police. S'il est mort, nous voulons son corps. Voilà ce que nous leur demandons de faire. Nous vivrons et mourrons en tant que peuple indigène du Biafra et vous ne pouvez pas nous en empêcher. C'est une idéologie que personne ne peut écraser. Les autorités fédérales nigérianes ont classé officiellement l'IPOB, organisation terroriste militante. L'ancien président Olusegun Obasanjo, l'archevêque d'Abuja, ainsi que des élites intellectuelles ont exprimé leur inquiétude et ont appelé au dialogue. Soit il a été arrêté, soit il a été tué par les militaires. C'est ce que dit la famille du leader indépendantiste. Réponse de l'armée, aucune information, c'est ce que dit l'armée. Quand on sait qu'effectivement l'armée a pris d'assaut le 11 septembre, précisément le jour où Kanu a disparu, l'armée donc a pris d'assaut son domicile. N'est-ce pas une réponse un peu trop laconique compte tenu de la gravité des accusations? On peut se dire que vrai ou faux, l'armée pourrait ouvrir une enquête. Alfred. Naturellement, Zahraou. Il faut peut-être rappeler à nos téléspectateurs ce qui est en train de se nouer justement dans ce sud-est du Nigeria. D'aucuns penseraient qu'il s'agit là de la résurgence encore de ce qui s'est passé dans les années 70 avec l'irrédentisme indépendantiste biafrais. Avec Ojukwu et qu'aujourd'hui il y aurait ce retour de manivelle en quelque sorte. Et je crois que le sud-est du Nigeria aujourd'hui se révolte face justement à la mauvaise répartition des ressources du pétrole.
qui ont tardé à apporter le développement tant espéré par ces populations-là. Et donc l'indépendantisme vient justement se greffer sur ce mécontentement-là. Maintenant, la réponse de la police, soit la police est dans l'ignorance de la disparition de Nnamdi Kanu, ou alors ils sont en train de cacher quelque chose. Mais moi, je pencherais vraiment sur le moyen terme. Peut-être que Nnamdi Kanu s'est éclipsé, s'est volatilisé pour ne pas se représenter devant la justice et que donc peut-être le moment venu il réapparaîtrait, mais ce n'est qu'une hypothèse. Effectivement, il faut clarifier la situation, sinon si on apprenait par hasard qu'il est mort, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer réellement dans ce sud-est du Nigeria. Alors, Mohamed Ly, Nnamdi Kanu était encore un parfait inconnu il y a encore quelques mois. Comment expliquer sa popularité aujourd'hui? Comment est-il devenu la figure du séparatisme biafrais? Par la radicalisation, et je trouve ça dommage dans nos pays. Je pense qu'on est dans des phases de construction, donc il faudrait qu'il y ait des propositions, il faudrait que dans des États comme un grand État comme le Nigeria, qu'il puisse y avoir des discussions, et dans la droite ligne de certains rappels d'Alfred sur le sujet, il faut dire quand même qu'il a été indépendantiste avant et qu'il était au Massob. Après, il a créé effectivement l'IPOB, les peuples indigènes du Nigeria. Il était dans la discussion dans la démocratie nigériane. Par contre, il faut dire qu'au sommet de l'IPOB, des Igbo en Los Angeles en 2015, il a quand même franchi le Rubicon de tout ce qu'on peut appeler les règles démocratiques. Il a demandé des armes, il a demandé des balles, il a demandé à ce que... et donc là, il sort donc du processus démocratique et de discussion, et d'où l'État fédéral nigérian l'a aujourd'hui catalogué. Juste pour donner une idée, c'est comme en Palestine, on peut discuter avec les uns alors que c'est deux frères, on peut discuter avec les uns et on ne peut pas discuter avec les autres qui sont organisations terroristes. Donc lui-même, il s'est exclu du jeu démocratique, et j'abonde aussi dans le sens d'Alfred en disant c'est vrai que l'armée a une responsabilité, mais le Nigeria a des lois. La disparition aujourd'hui, elle est médiatique. Il y a des règles où on parle de disparition après un nombre de jours, tout ça. On n'en est pas encore là. Mais il a quand même disparu depuis le 11 septembre. Oui, c'est vrai. Mais depuis, après, il y a les lois aussi qui disent peut-être que 20 jours ne suffisent pas, qu'il faut 40 jours sans Nobel. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est ce que vous avez dit dans votre article, c'est-à-dire la tension, elle est quand même réelle. Elle est palpable. On a quelqu'un comme Obasanjo, on a l'Église qui commence à se pencher sur le sujet. Justement, on va en parler dans... Oui. Je vais poser la question tout de suite. Des intellectuels nigérians tels que le prix Nobel de littérature Wole Soyinka s'inquiètent de la situation, de ce qui se passe actuellement dans le sud du Nigeria. Ils appellent au dialogue, mais le gouvernement du président Muhammadu Buhari reste silencieux, il refuse les pourparlers. Quel risque, compte tenu du passif de cette région où il y a 50 ans, il y avait encore une guerre civile? À juste titre que les intellectuels s'inquiètent, à juste titre que Obasanjo, qui même s'implique sur des conflits continentaux, donc s'implique dans un conflit chez lui, à juste titre parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas occulter, ce qu'a dit Alfred, c'est une région déshéritée. Il faut d'abord dire ce fait-là. Le sud-est, l'État d'Abia, le sud-est du Nigeria est vraiment déshérité par les pouvoirs publics. Après, la deuxième chose, c'est que les plus jeunes ne savent pas, il y a eu quand même cette région qui est l'Igbo, c'est un territoire qui a toujours caressé ce besoin et ce désir d'indépendantiste. Maintenant, donc, c'est ce qu'on va dire, que la cocotte minute est là, elle peut exploser à n'importe quel moment. Est-ce que les autorités d'Abuja, avec cette fermeture par rapport à un dialogue, est-ce qu'ils sont en train d'alimenter les velléités indépendantistes? Juste une dernière chose avant Alfred, dans l'idée pour conclure, les autorités discutent avec les gens qui sont dans la légalité. Il faut que les peuples indigènes du Biafra
récusent ou se remettent dans le jeu démocratique en renonçant. Alors d'ores et déjà, ils ont été classés comme organisation terroriste. Donc là, tout de suite, la déclaration de leur chef à Los Angeles, déclarant la guerre au peuple nigérian en disant où on aura l'indépendance du Biafra, où nous devrons tous mourir, je cite, c'est une déclaration qui vous sort du jeu démocratique. Donc pour vous, ça légitime complètement le fait de classer? Certainement pas. Il faut ouvrir les portes d'une négociation qui sont nécessaires dans nos pays pour arriver au territoire nigérian unique et dirigé par un État fédéral. Sur cette fermeture au dialogue, est-ce que les autorités nigérianes sont en train d'alimenter les velléités indépendantistes du Biafra? Je ne crois pas que Muhammadu Buhari soit fermé aux négociations parce qu'il a dit le dialogue, il faut aller au dialogue. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe. D'un côté, effectivement, lorsqu'on déclare l'IPOB comme un mouvement terroriste, on semble fermé, mais officiellement, publiquement, depuis l'implication de Wole Soyinka, de l'Église, de Olusegun Obasanjo, Muhammadu Buhari a dit qu'il est prêt justement aux négociations. C'est vrai qu'on est là dans une sorte d'entre-deux, mais on ne sait pas dans quel sens ça va pencher. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui se sont proposés pour jouer les intermédiaires, pour permettre justement de faire baisser la tension, sont actifs. Wole Soyinka, ceux qu'on a évoqués, et du coup, même le président Buhari lui-même, il est prêt. Simplement, l'État fédéral ne peut pas se coucher devant un individu ou devant un mouvement. Quand on sait le combat que justement le gouvernement fédéral mène contre Boko Haram, mais l'IPOB n'est pas Boko Haram, puisque pour le moment n'a pas engagé de combat sur le terrain, d'affrontement sur le terrain. Ça reste au niveau verbal de la surenchère. En tout cas, d'un point de vue judiciaire, vu que l'IPOB est classée organisation terroriste, donc là on est un petit peu entre... Oui, ça c'est pas tout à fait au même degré, mais d'un point de vue... mais c'est là toute l'ambiguïté de la situation. Mais en même temps, on sait que tant que l'IPOB n'a pas franchi le cap, c'est-à-dire prendre les armes, s'attaquer aux institutions fédérales, ça restera simplement de l'ordre du verbal. Autre actualité, au Togo, la mobilisation contre le régime du président Faure Gnassingbé ne faiblit pas. L'opposition était de nouveau descendue dans les rues ce mercredi pour exiger le retour de la Constitution de 1992. C'était donc ce mercredi, une journée que les leaders de l'opposition ont décrétée comme celle de l'ultime avertissement. Reportage Aimé Fakofi. L'opposition togolaise se mobilise à nouveau dans les rues ces 4 et 5 octobre dans la capitale togolaise et à l'intérieur du pays pour réclamer le retour de la loi fondamentale du Togo votée en 1992. À Lomé, munis de bidons d'huile, de gants, de sifflets, tous les moyens sont bons pour se faire entendre. Cette marche pacifique publique à laquelle ces manifestants ont pris part est placée selon les leaders de l'opposition sous le signe de la colère et d'un ultime avertissement. C'est une façon de dire à ce régime qu'il est temps qu'il prenne la mesure de la situation afin qu'il fasse évoluer les choses dans des conditions heureuses pour chacun d'entre nous. Donc nous pensons qu'il est encore temps de faire évoluer les choses de façon positive sans qu'on en arrive à des situations suffisamment graves. La marche de l'opposition a été encadrée par les forces de l'ordre. Le ministère de la Sécurité, pour sa part, a fait le point des différentes manifestations politiques qui ont marqué la journée du 4 octobre au Togo. Dans l'ensemble, pas d'incident majeur signalé. À Lomé également, il y a le parti UNIR qui a fait un meeting sur le terrain de l'ancienne SAZOF à 11h. La foule était estimée à 600. Leur meeting a pris fin vers 15h39 avec une foule estimée entre 2000 et 2500.
Là-bas aussi, ça c'est donc 15h39, le meeting était encore en cours, mais il n'y a pas eu d'incident. Le parti Union pour la République, à travers son meeting, entend soutenir la politique de paix et de développement du chef de l'État Faure Gnassingbé. Le président de la République, à travers l'Assemblée nationale, a choisi la voie référendaire pour régler la crise politique. Une option que rejette l'opposition politique qui exige le retour à la constitution originelle du 14 octobre 1992. Il fait juste qu'il faut. Nous allons maintenir la pression, a déclaré Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, le principal parti de l'opposition togolaise. L'opposition togolaise n'a jamais été aussi mobilisée, jamais aussi déterminée. À quoi sommes-nous en train d'assister, Mohamed Ly? Nous sommes en train d'assister, en général, en Afrique, à notre vieux démon, donc le démon des constitutions. J'aime rappeler quand même que ça doit être un texte fondamental qui régit la vie des nations et qui, à moins d'être pérenne, avoir une longévité. Là, on parle de retour à une constitution de 92, donc vieille de moins de 30 ans, mais ils ont parfaitement raison, l'opposition. Par contre, je suis rassuré sur le cas togolais, parce que c'est extrêmement important que nous soyons dans un contexte dans lequel l'État quand même encadre, il faut le dire, en Afrique, cette manifestation. Le ministère de la Sécurité fait une déclaration pour prouver que donc, nous reconnaissons le droit de manifester et de le demander. Je pense qu'une porte s'est ouverte pour de longues négociations, un rapport de force entre le pouvoir et l'opposition sur des principes vraiment, je pense, qui en valent la peine. Qu'est-ce que veut éviter l'opposition pour aller très vite? C'est que les garde-fous de 92 ne tombent. Et ces garde-fous de 92, c'était le produit d'un processus très long et qui a failli déstabiliser et le Togo et toute la sous-région. Pour aller très vite, la limitation du mandat, des mandats du président de la République, et effectivement, je serai togolais, je dis c'est pas négociable. La durée des mandats, ce n'est pas négociable. Le mode de scrutin uninominal pour le président et ses députés, ce n'est pas négociable. La désignation et les conditions de désignation et les pouvoirs du Premier ministre, ça équilibre. Donc, ils sont en train donc, de se donner, de se prémunir de toute résurgence autocratique et le droit d'avoir une vie démocratique normale. Pour ça, je pense que l'opposition doit se faire entendre. Il est heureux de voir combien la rue, je veux bien dire que la rue ne dirige pas, mais les suit et ce bras de fer avec l'opposition, ils doivent le mener dans les termes démocratiques, dans les termes de négociation. Et une des raisons qu'ils peuvent, il ne faut pas oublier, ils demandent aussi la révision du cadre électoral. Ils demandent aussi le rétablissement du vote des Togolais de l'étranger. Il faut vraiment qu'ils aient gain de cause dans tout ça. Et ben sinon, si le cadre électoral est fiable, c'est ne pas faire une adoption d'une constitution qui ne leur va pas, qu'on leur rétablirait, parce que ne pas voter pour une constitution, on oublie de le dire, c'est retourner à l'ancienne qui régira encore la vie des institutions. Alfred Chango. Moi, j'observe effectivement qu'il y a la pression de la rue qui est forte, même si l'UNIR et puis Faure semblent assez sourds, refusent d'entendre justement ce cri qui monte de la rue togolaise. Et il aurait tort justement d'avoir l'attitude de Blaise Compaoré au Burkina Faso, on sait ce qui lui en a coûté. Et je pense effectivement que ça l'honorerait de respecter les termes au fond. Si vous modifiez la Constitution comme ça a été le cas en 2005, pourquoi voudrait-on encore aujourd'hui revenir sur une disposition constitutionnelle qui permettrait à Faure de rester ad vitam aeternam au pouvoir? Ça n'est pas du tout normal. Qu'il aille au terme de son mandat actuel, et si on doit modifier la Constitution qu'il dispose pour l'avenir, qu'il ne se présente pas parce qu'il aura bouclé justement son mandat actuel. Or, on est dans cette configuration où l'UNIR, donc le parti qui est au pouvoir, et puis Faure, pense que c'est de leur droit justement de modifier dans le sens où ils se représenteraient en 2019-2020. Ce qui est tout à fait problématique. Je pense que les Togolais doivent maintenir la pression sur le pouvoir pour revenir à des bons sentiments. Et si on ne revient pas totalement sur la Constitution de 1992, mais de reprendre les meilleures dispositions de cette Constitution pour garantir justement une vie démocratique, républicaine et constitutionnelle solide. Alors justement, la présidentielle approche donc à grands pas. 2020, vous l'avez dit, l'opposition souhaite l'alternance politique, c'est vraiment ce qui est recherché. Mais quelle marge de manœuvre, notamment
à l'échelle internationale quand on sait que la CEDEAO, qui a pourtant soutenu la Gambie il y a quelques mois, ne pourra pas, là, pour le coup, apporter son aide à l'opposition togolaise, puisque la CEDEAO est présidée par le président Fornia Sembé. Oui, mais la CEDEAO, l'Union africaine et l'UNOS, pour l'Afrique de l'Ouest, les Nations Unies et le Sahara, ils ont pris acte donc, du projet de loi qui dit modification des dispositions pertinentes. Il faut dire quelque chose quand même de l'ordre intellectuel des choses. Nos constitutions ne sont pas des textes divins. Ce n'est pas leur réforme qui peut nous déranger. Mais il y a un principe fondamental en droit constitutionnel qu'il faut quand même respecter. Une réforme doit être consolidante. Et nous pensons que fort par le fait de faire sauter l'écrou de la limitation des mandats, dans le contexte togolais et africain, des présidents qui veulent se maintenir au pouvoir ad vitam aeternam, nous prépare une réforme déconsolidante pour les Togolais. Ce n'est pas admissible dans le droit institutionnel. Nous devrions être des peuples progressistes. Le Togo devrait aller de l'avant et pas en arrière et retrouver des processus institutionnels qui bloqueraient leur vie démocratique. Alfred Chango, sur les marges de manœuvre de l'opposition. Elles ne sont pas énormes. C'est de compter simplement sur le peuple togolais, la volonté du peuple togolais d'aller vers justement une constitution qui soit juste pour tous les Togolais. Sans cela, l'Union africaine, elle est défaillante. La CEDEAO, elle est défaillante. Nous déplorons toujours cette inefficacité de nos institutions régionales ou continentales, mais là, on est dans le même cas. Donc, une réforme constitutionnelle doit donc être votée peut-être dans quelques mois, mais pour l'heure, aucune date n'a encore été fixée pour ce référendum. À qui profite justement le fait qu'il n'y a pas encore de calendrier établi? Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement pour l'opposition de voir son mouvement s'essouffler d'ici là? Ce risque existe toujours, mais tel que c'est parti là, j'ai l'impression que c'est parti pour durer. C'est-à-dire, il peut y avoir des séquences. Là, on est dans le show, justement, des manifestations. Ensuite, il y a des négociations qui ont lieu. Et tous les garants, justement, du processus des discussions qui ont eu lieu en 2010 sont toujours là, c'est-à-dire que l'Église, la société civile, etc., tous ces relais sont encore là pour dire il faut qu'on continue à discuter, à dialoguer. Rien ne remplace le dialogue. La rue, c'est normal, mais se retrouver autour de la table pour rapprocher les points de vue, c'est encore mieux. Donc, il va y avoir une alternance comme ça des phases de contestation, protestation et des discussions pour arriver finalement à quelque chose de consensuel. Alors, on va marquer une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.